Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Bonsoir à tous, sur Sud Radio je vous propose là un entretien exceptionnel avec l'une des plus grandes entreprises françaises et l'un des plus grands patrons français, on peut le dire comme ça. C'est Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal qui va nous accompagner pendant une demi-heure si vous nous faites l'honneur de rester avec nous. Vous allez voir, d'abord il y a la façon dont L'Oréal se défend au cœur de ce choc que nous traversons tous, et puis ensuite L'Oréal s'est mobilisé très très tôt pour soutenir les coiffeurs par exemple qui ne pouvaient pas payer les shampoings qu'ils utilisaient, pour soutenir aussi un certain nombre de leurs fournisseurs. Jean-Paul Agon va nous raconter tout ça. Donc on démarre avec Jean-Paul Agon. Bonjour Jean-Paul Agon. Bonjour Stéphane. Le PDG de L'Oréal. Merci beaucoup d'être là Jean-Paul Agon. La première question, est-ce que L'Oréal est... J'ai vu un chiffre Jean-Paul Agon, vous distribuez... C'est quoi? C'est 7 milliards de produits? Bah oui, bien sûr, on est on est numéro 1 mondial, on a plus d'1 milliard de consommatrices et de consommateurs dans le monde. Donc on fabrique, on commercialise, on vend plus de 7 milliards de produits par an, oui, dans tous les pays du monde. 7 milliards de produits par an. C'est quelque chose. Je vous l'ai déjà dit 2-3 fois, hein, mesdames, messieurs, c'était, alors pour le coup, un entrepreneur à qui je rends hommage, qui nous a quittés juste avant le lancement de cette chaîne, à qui je rends hommage régulièrement. Il s'appelle Bruno Vandrib. Lui, il faisait du logiciel, et c'était l'époque où on vendait les logiciels comme les CD, là, sur étagère. Il disait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est rien. Mais il disait, à 20 € le logiciel, faut en vendre. Ah oui. Et vous avez été vendeur vous-même, hein, oui, Jean-Paul Agon. Hein, oui, c'est pareil. Nous, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec des rouges à lèvres, des mascaras, des shampoings, il faut en vendre beaucoup. Il faut en vendre beaucoup. Donc 7 milliards par an. Est-ce que le consommateur vous semble avoir changé avant et après cette crise que je préfère qualifier de choc, moi d'ailleurs, Jean-Paul Agon? Il a surtout changé pendant. Après, on va voir, parce que le après, il est pas encore là. C'est trop tôt là encore. Oui, c'est trop tôt. Il a changé pendant, mais il n'a pas changé profondément. Il s'est adapté. Vous savez, moi je pense que les hommes, la nature humaine a cette faculté formidable de s'adapter. Et bien évidemment, il s'est adapté. D'abord, il s'est adapté parce que il pouvait pas aller dans les magasins, parce que les magasins étaient fermés, donc il a acheté plus sur e-commerce. Il s'est adapté parce que bon, quand on porte un masque et qu'on reste chez soi et qu'on sort plus, qu'on va plus au resto, on met un peu moins de maquillage, mais par contre on prend plus soin de sa peau, et ainsi de suite. Donc le consommateur... J'ai vu moins de rouge à lèvres, plus de mascara, mais c'est massif ou c'est anecdotique dans le... C'est significatif, ouais. Significatif. Ça peut être moins 10, moins 15 en rouge à lèvres, mais c'est normal, regardez. Ces temps-ci, vous sortez pas, vous n'allez pas au restaurant, vous allez moins au bureau, vous portez un masque. Moi, je rends hommage à toutes les femmes qui portent encore du rouge à lèvres. Je trouve ça formidable. Et je suis sûr, par contre, je suis pas inquiet pour après, parce que je suis sûr que le jour où on va être libéré de ce Covid et on va sortir, on montrera plus les masques, il y aura une espèce de fête du rouge à lèvres. J'en suis convaincu. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'était parlé, Jean-Paul Agon, vous disiez que, pour vous, c'était assez fort quand même, hein, le rapport RSE était en train de devenir plus important que le rapport financier. L'extra-financier était plus important que le financier. Non, absolument, absolument. Pour nous, le non-financier est devenu plus important, que ce soit l'environnement, l'éthique, le social, etc. C'est devenu l'élément essentiel d'une entreprise. Et voilà, c'est ça. Et bien évidemment, il faut que ce soit accompagné par une performance financière. Hein. On n'est pas du tout dans un... Et en plus, on peut faire les deux. Moi, je crois au contraire, d'ailleurs, que chaque élément renforce l'autre. Quand on est très vertueux sur les plans environnement, développement durable, on peut aussi être très performant économiquement. C'est pas du tout contradictoire. En tout cas, dans notre métier à nous. Petite question là-dessus, parce que c'était au cœur de vos préoccupations, j'imagine, mais je vais le dire très très vite, hein, il y a différents niveaux finalement de neutralité, on va dire, environnementale. Il y a le niveau processus de production, il y a le niveau processus de production et vente, et puis il y a ce nouveau niveau qui est en train de monter là, finalement, alors ce qu'on appelle Scope 3 dans le... Voilà, dans le Scope 3. Alors 4, j'ai jamais entendu parler encore. C'est encore on en parlera plus tard. Les 3, c'est l'utilisation finalement, ce que les consommateurs font de vos produits. Oui, mais c'est le plus important. Vous savez, nous, on est probablement, sans se vanter, l'une des entreprises qui a été le plus loin dans les scopes 1 et 2. C'est-à-dire, effectivement, la transformation dans le sens de l'environnemental et du durable, de tout ce qui est production, utilisation d'énergie. Tout ce qui dépend de vous, finalement, directement. Voilà. Et donc, on a réduit, par exemple, de 80% nos émissions de carbone, de 70% nos consommations d'eau, on n'a plus de déchets. Donc, mais ça, c'est le scope 1 et 2. Et c'est tout ce qu'on fait nous.
Et on va d'ailleurs, on continue. Par exemple, on va être neutre carbone d'ici 2025. On continue à être très pushy dans le domaine. Mais dans notre métier, par exemple, à nous, ça représente une petite partie de l'ensemble de la chaîne de valeur, si j'ose dire, en matière d'environnement, puisque une grande partie, c'est la façon dont nos consommateurs consomment les produits. D'abord, c'est le transport pour acheminer les produits. Ouais. Après, c'est la consommation des consommateurs. Quand vous prenez votre douche le matin, avant d'utiliser les shampoings L'Oréal et les douches L'Oréal, pour chauffer votre eau, vous consommez de l'énergie. Même ça, vous le prenez en compte. C'est lié, parce que si vous ne preniez pas de douche et vous ne lavez pas les cheveux, vous ne chaufferiez pas votre eau. Donc, vous pouvez me dire que c'est pas lié à... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recherche, parce que j'imagine notamment pour les coiffeurs, on recherche des shampoings qui aient besoin d'une eau moins chaude pour être efficace? Absolument, qui se rincent plus facilement, qui consomment moins d'eau, etc. Et aussi dans l'éducation du consommateur. C'est-à-dire qu'on va aider le consommateur dans toute sa démarche par rapport à l'utilisation de nos produits à être plus sensible, plus respectueux, moins consommateur d'énergie et donc moins émetteur de carbone. Vous pouvez vous passer du plastique, Jean-Paul Agon? En tout cas, on va se passer du plastique qu'on avait eu tendance à utiliser et on remplace tous nos plastiques. D'ici 2030, on passera complètement du plastique entièrement recyclé. On est en train de faire des partenariats avec ça vous intéressera beaucoup, avec des petites PME françaises, notamment Carbios, qui a inventé un procédé enzymatique pour dissoudre le plastique et de façon à en permanence régénérer le plastique pour en faire du nouveau. Donc il y a des solutions. Le plastique, on va trouver les solutions. Il y a la question des circuits courts. D'ailleurs, dans une interview très intéressante que vous avez donnée aux Échos au printemps dernier, vous disiez « c'est pas un sujet pour L'Oréal ». Non, la supply chain surtout, enfin toutes les histoires de relocalisation, non, parce que nous, vous savez, on fabrique pour nos produits de mass market qui représentent 70% du volume en termes de volume de produits. On produit toujours là où on vend. Et on a toujours fait ça. On a toujours mis nos usines là où on vend. C'est-à-dire qu'on a des usines aux États-Unis pour les Américains, au Brésil pour les Brésiliens, en Chine pour les Chinois, etc. Donc nos produits ne voyagent pas et on ne délocalise jamais. Ça n'a pas de sens dans notre métier de délocaliser. C'est absurde. Et pour le reste, ce sont des produits made in France et qui sont exportés dans le monde entier. C'est Lancôme, c'est Yves Saint Laurent, c'est Vichy, c'est La Roche-Posay. Donc en fait... Et ça, le Made in France, c'est un atout marketing auquel il n'est pas question de toucher, évidemment. Oui, c'est plus qu'un atout marketing, c'est un gage de qualité, de prestige, etc. Donc c'est très important. Et puis c'est bon pour la France. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, la France, par exemple, au point de vue chiffre d'affaires, représente 6% du chiffre d'affaires mondial de L'Oréal, mais les productions en France en valeur représentent 25% des productions mondiales. Parce qu'on produit énormément en France pour l'exporter dans le monde entier. Et est-ce que vous avez, même si évidemment ça ne concerne pas L'Oréal, mais vous avez sans doute un avis sur cette injonction, cette forme d'injonction à relocaliser, avec peut-être, et j'y viendrai, des tensions qui se font maintenant aux frontières entre différentes zones économiques. Comment est-ce que vous regardez ça, Jean-Paul Agon? Encore une fois, d'abord, ça ne concerne pas L'Oréal, donc c'est plutôt un avis neutre et extérieur. Tout à fait. Moi, je comprends quand même, la crise a montré quand même que, par exemple, la France était devenue fragile, par exemple dans son approvisionnement dans certaines matières premières pharmaceutiques. On s'aperçoit quand même que là, il y a quand même des situations peut-être dangereuses pour l'avenir. Donc ça, je comprends. Les autres, chaque sujet est particulier, je crois. C'était difficile de faire un cas général. Oui, mais enfin, alors, vous êtes industriel, même si vous êtes un industriel riche et bien portant, vous êtes un industriel qui payait des impôts de production, par exemple. Oui. Il faut, enfin, je sais pas, mais cette injonction à relocaliser, il faut qu'en face, les industriels puissent effectivement relocaliser s'ils affrontent des marchés très concurrentiels. Oui, mais je crois que c'est quand même possible. Ça, ouais, d'accord. Je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a eu une tendance à un moment donné à disons que c'est trop cher, on peut plus produire en France, on n'y arrive plus, et nous, taxes, etc. Franchement, on l'a jamais fait, et en plus, vous savez, quand vous êtes très automatisé, quand vous êtes très modernisé, etc., vous pouvez compenser des coûts horaires plus élevés par cette automatisation ou par cette optimisation, et donc vous pouvez garder le tissu industriel français. Nous, on n'a pas baissé du tout en termes de production industrielle. On augmente chaque année les effectifs dans les usines et les laboratoires en France.
Enfin, on n'est pas du tout dans une logique de délocalisation. On l'a jamais été. Ouais, non, mais tout à fait, je comprends. Et alors je vais surtout pas vous demander de commenter l'affaire entre LVMH et Tiffany, mais je pense que pour toutes les grosses multinationales, ça a dû être quand même un petit choc. Hein, enfin, je le rappelle, si jamais vous étiez quelque part dans la jungle birmane, le ministère des Affaires étrangères qui demande à LVMH de renoncer à l'achat de l'important joaillier américain parce qu'il va y avoir des sanctions dans tous les sens. Et le ministère des Affaires étrangères dit « vous feriez mieux de prendre vos précautions ». Forcément, ça vous fait réfléchir, Jean-Paul Agon, cette histoire. D'abord, ça m'étonne, mais non, mais je veux pas que vous... Après ça, oui, bon... ça me fait pas réfléchir plus que ça, parce que Vous croyez pas qu'un jour, vous serez vous aussi peut-être... je sais pas, le terme pris en otage est trop fort, mais en tout cas, empêché dans votre action par ces tensions et ce monde qui est en train de se refermer. On verra. Jean-Paul Agon, on marque une pause, une toute petite pause, et puis on se retrouve sur Sud Radio dans un instant. On est avec Jean-Paul Agon donc sur Sud Radio, le PDG de L'Oréal. Et alors, je le disais, Jean-Paul Agon, mobilisation exceptionnelle pour vos clients, salon de coiffure, pour vos fournisseurs. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce que vous avez fait ? Dès le départ, en fait, on s'est rendu compte que nos clients, nos petits clients, pas les gros, ils avaient des surfaces financières comme nous pour être capables de tenir quelques mois. Parce que quand la crise a commencé, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Hein. Et ça pouvait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et l'arrêt total, par exemple, de l'activité d'un coiffeur, c'est dramatique pour un salon de coiffure. Et donc, très vite, pratiquement... Une semaine après le début du confinement, on a décidé avec le comité exécutif d'aider tous nos petits clients. Et donc on a libéré des sommes très importantes, plusieurs centaines de millions d'euros, de façon à geler toutes les créances de tous les petits clients. Parce que ils nous devaient de l'argent, mais de toute façon ils étaient fermés, ils ne pourraient pas le payer. Alors par exemple 100 000 coiffeurs, c'est ça, 100 000 coiffeurs dans le monde. Et on l'a fait partout dans le monde. Alors, on a commencé par la France. La France a été le pays où on l'a fait sans doute le plus, mais partout dans le monde. Et donc 100 000 petits clients dans le monde, également tous nos fournisseurs, parce que les fournisseurs étaient dans le même cas. Les petits fournisseurs se retrouvaient aussi pour la plupart d'entre eux immobilisés, sans business. Et donc on a, à l'inverse, là, payé comptant toutes les créances qu'on avait, enfin tout ce qu'on leur devait. Et donc c'est un effort de cash de notre part de plusieurs centaines de millions d'euros, avec, on en parlait tout à l'heure, avec aussi la prise de risque de se dire, bon, est-ce qu'on trouvera notre argent à la fin? Et je dois dire que on a tout retrouvé. Tout le monde a été formidable. Tous les coiffeurs, les petites parfumeries, les fournisseurs qu'on a aidés, d'abord ont été infiniment reconnaissants, parce qu'on, dans certains cas, on leur a un peu quand même sauvé la vie. Et deuxièmement, tout de suite, là, on est en train de retrouver toutes nos billes, si j'ose dire. Et ça nous a, indépendamment, on l'a pas fait pour ça, mais c'est vrai que ça a créé une relation entre eux et nous qui était unique. On n'a jamais eu ça dans l'histoire du groupe. Je pense notamment à ce que m'avait raconté Michelin. Michelin, il se trouve qu'ils ont des petits planteurs qui vont recueillir le caoutchouc à l'arbre et qui voilà. Mais qui sont pour eux très très importants. Et en faisant ça, ce que vous avez fait, ils ont sécurisé ces petits fournisseurs. Bien sûr. Et vous aussi, vous avez des fournisseurs qui vous apportent des matières exceptionnelles. Oui, et puis même, vous savez, des fournisseurs de services ou des fournisseurs dans tous les domaines, de packaging, etc. C'est parfois on fait 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. C'est pas non plus toujours des très grosses sommes. Et par contre, on en a 10 000. Et donc là aussi, on a payé comptant tous nos fournisseurs, ce qui les a aidés à passer cette période qui a été épouvantable. Moi, je me suis bien rendu compte tout de suite, si vous voulez, chez L'Oréal, que nous, on allait passer la crise parce que on a les reins très solides, on avait 4 milliards d'euros de trésorerie au 1er janvier, on avait toutes les raisons de ne pas être inquiet, même si on était quand même bien mobilisés. Mais ce qui est très dangereux, ce qui a été très dangereux depuis le début est terrible, c'est pour les petites entreprises, les petits clients, les petits fournisseurs. Et aujourd'hui, on le voit bien, toutes les PME, c'est elles qu'il faut aider. C'est sûr, c'est fondamental. L'Oréal va repartir à l'offensive sur la bien sûr, nous, on est toujours à l'offensive. Vous êtes toujours à l'offensive. Ah oui. Vous savez, comme on est le numéro 1 mondial de la beauté, chaque fois qu'il y a une entreprise dans le monde de beauté qui se vend, ils nous appellent en premier. C'est normal. Donc, on voit passer chaque année
toutes les opportunités d'acquisition. Et on n'en fait que très peu, on en fait 1 sur 100 peut-être. Mais on continue, on est toujours associé. Et d'ailleurs, on en a fait une pendant le confinement. Elle est passée un peu inaperçue parce que bon, c'était discret. Mais on a acheté une société américaine qui s'appelle Thayers, qui est une marque de soins de la peau aux États-Unis, très complémentaire de ce qu'on a déjà. Et on est très contents. Ils nous ont rejoints. Et on avait fait des acquisitions juste avant. Vous savez, on avait acheté Mugler et Azzaro à Clarins. Et les parfums. Hein. Les parfums. Et d'ailleurs, je suis très content parce que le succès de l'été en France, dans les parfumeries, vous savez ce que c'était? C'était le nouveau parfum Mugler. Donc, il faut avoir un peu de chance aussi. Oui, parce que pas fait par les équipes de L'Oréal pour le coup. C'était très bon aussi avant. C'était les anciennes équipes. Voilà. Et c'est quoi là? Parce que combien L'Oréal a fait quoi? 40, 50 acquisitions dans son histoire, peut-être même plus. Toutes les marques de L'Oréal d'aujourd'hui, et donc on a 40 marques, ont toutes été acquises, sauf L'Oréal, qui a été créée. Toutes les autres ont été acquises au fur et à mesure des années, mais bon, ça a pris 30 ans. Donc vous avez un know-how quand même exceptionnel, Jean-Paul, là-dessus. Oui, je reconnais. Oui. C'est quoi les erreurs à ne pas commettre? Si vous pouvez parler comme ça aux chefs d'entreprise qui... écoutez, les erreurs à ne pas commettre, c'est surtout de ne pas tout casser. Vous savez, nous, quand on rachète une marque... C'est souvent des marques qu'on rachète, et souvent des marques qui ne sont pas encore très grandes, parce que justement, on veut les faire devenir mondiales. Donc quand on rachète une marque, c'est que par définition, elle a du talent, elle a quelque chose, elle a une originalité, une identité, une âme qui est forte. Et donc le plus important pour nous, c'est de l'adopter et de la faire grandir. Et surtout, bien sûr, de ni la trahir, ni la casser, ni quoi que ce soit. Et c'est pas facile toujours, mais comme vous dites, on a maintenant un bon know-how. Donc ça veut dire qu'il faut tout L'Oréal qu'on est, arriver avec humilité devant ces petites marques. Oui, respect surtout. Respect, voilà, c'est ça. Respect, parce qu'on sait ce qu'on sait faire, mais un créateur d'entreprise, par exemple, qui a créé une marque, etc., il a créé quelque chose de très original, de très unique. En plus, si c'est la marque qu'on veut acheter, c'est qu'elle doit avoir quelque chose de spécial. Télétravail, L'Oréal, c'est quoi le futur Ce qui est sûr, c'est que vous avez un siège social qui est quand même pas placé dans l'endroit le plus pratique du monde pour y aller. Donc il est très bien. Il est à Clichy. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de salariés qui ont été ravis de plus avoir à prendre cette porte de Clichy infernale. Voilà, non, c'est vrai que cette crise a été aussi un révélateur de nouvelles façons possibles de travailler. Ça, c'est sûr. Il y aura un après par rapport à l'avant. Que ça soit en termes... Le plus important pour moi, c'est les voyages d'affaires. Moi, vous savez, ça fait 40 ans que je suis chez L'Oréal. Depuis 30 ans, je voyage, je fais 15 voyages par an autour du monde, etc. Là, j'en ai fait cette année aucun depuis février, par nécessité. Eh ben, on s'est quand même pas mal débrouillé. Et donc, on a quand même bien vu qu'il y avait une grande partie de nos voyages d'affaires qui étaient franchement pas nécessaires. Et le télétravail, on s'est bien rendu compte aussi, ça a très très bien marché d'ailleurs. Nos collaborateurs travaillent remarquablement bien en télétravail, nos systèmes ont été formidablement efficaces, et on se rend bien compte que c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre. Mais un nouvel équilibre qui va être très positif pour tout le monde. Vous avez commencé à discuter avec les organisations représentatives. Mais nous, on avait commencé déjà en 2012. En 2012, on avait déjà des premiers accords de flexibilité, etc. Mais là, on est en train d'aller plus loin et de se mettre d'accord sur de nouveaux accords, effectivement, pour faciliter la vie. C'est pas en mode PSA, par exemple, l'ensemble des fonctions support en télétravail, on va laisser poser. Non, ça c'est absurde, parce que moi je pense que c'est vraiment fonction par fonction. Ça doit être discuté entre le collaborateur et son manager. Ça peut être variable dans le temps, ça peut être flexible dans la semaine. Et c'est ça la modernité. La modernité, c'est la flexibilité, c'est pas le tout ou rien. Mais en revanche, moi je suis très content de cette évolution parce que j'ai toujours... Vous savez, les personnes qui ont beaucoup de trajets, ça m'a toujours choqué. Quelqu'un qui est obligé et il y en a beaucoup dans toutes les entreprises. De faire 1h30 aller, 1h30 retour tous les jours. C'est terrible. Et le fait de pouvoir épargner ça à des collaborateurs, je trouve ça un progrès fulgurant. Donc on va vraiment s'y mettre, mais on n'ira pas radicalement dans plus personne dans les bureaux pour les 10 prochaines années. Bon, mais je retiens voyage d'affaires. Si vous pouvez moins en faire, vous en ferez moins. Oui.
Oui, mais ce qui paradoxalement est pas très bon pour votre business sur le travel retail et sur l'ensemble des magasins d'aéroport. Bon. Non, mais là, il va peut-être y avoir une mutation fondamentale. Là, je pense qu'il y aura... Il y aura deux, trois évolutions fondamentales. Le e-commerce s'est développé formidablement et ça va rester. Le digital s'est développé et c'est vrai que le transport, enfin le transport en général, l'aviation, ça va quand même souffrir pendant quelques années quand même. Merci Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, donc était sur Sud Radio ce soir. Demain, on retrouve d'autres entrepreneurs. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.